Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouveau cours, dont l'objet est de discuter de différentes thématiques d'actualité en arbitrage international. Je suis le professeur Ronald et j'animerai la discussion sur les différentes thématiques avec Abayomi et Anita, que vous rencontrerez bientôt. Pour chaque séance, je ferai une brève introduction et je laisserai nos commentateurs débattre des questions fondamentales que soulèvent les différents thèmes. Ce cours couvrira les discussions sur le financement par un tiers de l'arbitrage international, la réforme du système de règlement des différends entre investisseurs et États, le débat sur la création d'un tribunal multilatéral pour l'investissement, l'exécution des sentences arbitrales et le débat sur la réforme de la Convention de New York, la question de la corruption dans l'arbitrage d'investissement, l'arbitrage des litiges pétroliers et gaziers, la protection des investissements et les litiges relatifs à l'environnement, entre autres. Aujourd'hui, nous allons commencer par le financement de l'arbitrage par une tierce partie, un thème qui est devenu l'un des principaux sujets, suscitant à l'heure actuelle beaucoup d'intérêt et de débats au sein de la communauté des juristes spécialistes de l'arbitrage international. Le financement par une tierce personne est un accord entre une partie à l'arbitrage et un tiers financeur en vertu duquel ce dernier accepte de prendre en charge les frais liés à la poursuite d'une réclamation contrepartie d'un pourcentage sur tout gain acquis à l'issue du procès arbitral. Généralement, le financement par une tierce partie applique le principe de financement sans recours, et le recours du tiers financeur pour le remboursement du capital investi et pour l'intérêt sur le capital est limité au cas où la réclamation a prospéré et porte seulement sur la créance recouvrée. Le financement par une tierce personne est utilisé à la fois dans les arbitrages commerciaux et d'investissement. Malgré les avantages systémiques du financement par le tiers, cet accord de financement soulève des préoccupations d'ordre éthique et procédural. Je vais maintenant donner la parole à nos commentateurs pour qu'ils débattent des questions suivantes. Premièrement, le financement par le tiers est-il utile ou devrait-il être interdit? Merci, professeur Ronald. Le financement par un tiers financeur est utile et ne devrait pas être interdit. Le développement continu de l'arbitrage international va de pair avec sa complexification et l'accroissement des coûts associés. Il arrive que les coûts liés à la présentation détaillée de preuves factuelles et techniques soient nécessairement élevés et dissuasifs, et que cela empêche définitivement que des réclamations bien fondées puissent être introduites ou défendues convenablement. Le financement par le tiers est utile pour soutenir des réclamations qui ont de réelles chances de succès au fond, mais qui pourraient ne pas être poursuivies simplement en raison des coûts importants que leur défense requiert. La partie bénéficiaire peut également envisager le financement par un tiers, car ce type de financement réduit l'impact sur les flux de trésorerie et minimise le risque en cas d'échec de la réclamation. Les coûts et le risque sont les deux facteurs les plus souvent cités par les potentiels demandeurs de financement, comme des éléments déterminants dans la prise de la décision de rechercher un financement tiers. Cela peut procurer un avantage significatif au niveau de la comptabilité puisque les coûts de l'arbitrage déjà avancés par le tiers financeur ne seront pas inscrits au bilan de la société bénéficiaire. Le financement par une tierce personne peut également être utilisé pour financer un ensemble de procédures et permettre de répartir les risques entre plusieurs procédures, les réclamations concernant des montants plus élevés étant utilisées pour garantir financièrement la poursuite d'autres procédures. Comme l'a souligné le professeur Albert Jan van de Berg, l'arbitrage international ne doit pas être une justice pour les seuls riches. Le financement par un tiers est désormais une réalité incontournable en matière commerciale. C'est pourquoi, plutôt que de s'en prendre à l'une des meilleures trouvailles depuis l'invention du fil à couper le pain, je soutiens que les États, les institutions et les organismes professionnels devraient établir des règles appropriées pour équilibrer les coûts et les avantages du financement par tiers, en minimisant les coûts et en maximisant les avantages. Merci, professeur. Le financement par un tiers peut potentiellement encourager les demandes frivoles et augmenter le nombre de réclamations non fondées. En outre, son existence ajoute une couche de difficulté à la recherche d'un accord au stade des pourparlers,
En effet, l'intérêt du tiers financeur dans le succès de la réclamation peut réduire les chances de succès des négociations. De même, l'influence du tiers financeur sur la relation avocat-client est également problématique. Généralement, les tiers financeurs exercent une grande influence dans le choix et la révocation des avocats et peuvent influencer la détermination de la nature des preuves ou la conduite des procédures. En fait, l'Institut américain de la réforme de droit, affilié à la Chambre de commerce des États-Unis, a publié en octobre 2009 un document, dans lequel il préconisait des limitations au recours au financement par des tiers aux États-Unis au motif que les investisseurs exerçaient un contrôle exorbitant sur la conduite des procédures contentieuses. Dans le système de règlement des différends entre investisseurs et États, les calculs stratégiques qui sont faits dans le cadre du financement par une tierce partie sont directement concernés par les débats politiques sur la légitimité du système, et le financement par des tiers est vu comme un point exacerbant les enjeux de ces débats. Nombreux sont ceux qui affirment également qu'il est inapproprié que des fonds spéculatifs spécialisés puissent tirer profit des procédures d'arbitrage, en particulier lorsque les profits qu'ils engrangent à l'issue des réclamations réussies sont gagnés aux dépens des États en développement. Cela dit, il n'est même pas évident que le financement par un tiers soit légalement admis dans la plupart des droits nationaux à cause de l'impact des doctrines common law comme la doctrine de la Champerty et celle de la maintenance. La maintenance est le financement d'une procédure juridictionnelle par une personne qui n'a aucun lien avec celle-ci, alors que la Champerty est une forme aggravée de la maintenance. Il s'agit du financement d'une procédure juridictionnelle par une personne qui n'a d'autre lien avec l'affaire que la recherche d'une contrepartie financière à l'issue de la procédure. Ces doctrines sont considérées comme contraires à l'éthique et à l'ordre public. Merci, Abayomi et Anita, pour cette instruction. C'est excellent. Il ressort clairement de vos arguments que si le financement par des tiers est utile, il soulève des préoccupations éthiques et des débats politiques. Alors, pouvez-vous suggérer chacun des moyens de minimiser les risques et d'optimiser les avantages? Je suis tout à fait d'accord, professeur. Le financement par un tiers peut être comparé aujourd'hui à de l'huile de moteur, qui assouplit et facilite, dans le cadre de l'arbitrage, l'accès à la justice pour tous. Aussi, ce qu'il convient de faire est de réglementer efficacement le mécanisme. Cela peut impliquer de prévoir les éléments suivants: une obligation de révéler l'existence du financement par un tiers, des dispositions sur la répartition des coûts et sur la provision pour garantie des frais, ainsi que des dispositions sur la confidentialité et le secret professionnel. La nécessité de réglementer a été confirmée par le sondage effectué en 2015 par l'École de droit de l'arbitrage international de l'Université Queen Mary, par le rapport du groupe de travail sur le financement par un tiers mis en place par l'ICA et l'Université Queen Mary et par les travaux du comité de travail 3 de la CNUSI sur la transparence du règlement des différends entre investisseurs et États. Je ne pense pas qu'une réglementation efficace puisse être mise en place en l'absence de données empiriques sur le recours aux tiers financeurs dans les arbitrages internationaux. La probabilité de persuader des tiers financeurs privés de partager des données exclusives est faible. En outre, au regard de la confidentialité qui prévaut dans la plupart des arbitrages internationaux, des clauses de confidentialité dans les accords de financement et du secret qu'exige le modèle économique de nombreux tiers financeurs, il est improbable que des statistiques générales viables et une réglementation efficace voient le jour. Intéressant. Et également stimulant pour la réflexion. Nous verrons ce que les différentes parties prenantes auront à dire à ce sujet. Mais je dois sincèrement vous remercier, Abayomi et Anita, pour cette importante discussion. C'est ici nous nous arrêtons pour la séance d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour discuter d'un autre thème important sur l'arbitrage international. Au revoir. Suivez les prochaines séances du cours sur d'autres thématiques de l'arbitrage international. Cette initiative est développée par Abayomi Okubot, pour enseigner au public les fondamentaux de l'arbitrage international. Il existe également d'autres séries sur les fondamentaux du droit de l'arbitrage international et sur la théorie juridique de l'arbitrage international.